Merci, et puis merci aux organisateurs pour cet accueil. Alors, si vous ne m'entendez pas, vous me le dites, puis je prendrai le micro, mais je vais essayer de faire sans. Donc, je vais vous parler effectivement, comme l'a dit Clément, d'une attaque polynomiale sur Mac-Ellis, basée sur les codes de Gopa sauvages sur des extensions quadratiques. Donc, si le titre vous fait peur, je vais rappeler à peu près tous les mots qui sont dans le titre. Enfin, peut-être pas code, mais les autres, je vais les rappeler à peu près. C'est un travail en commun avec Ayoub Othmani du LITIS de l'Université de Rouen et Jean-Pierre Tillich de l'INRIA Rocancourt. Et puis tout en bas, il y a des poupées russes là et là. Alors ça c'est symbolique, c'est parce que l'un des cœurs de l'attaque, c'est qu'on fabrique des poupées russes à partir d'un code. On construit une sous-famille emboîtée de sous-codes ayant les mêmes propriétés. Au début, ils sont sauvages et puis à la fin, ils ne le sont plus. Voilà. Donc ça c'est pour la symbolique. Alors, un plan peut-être. Donc, plan en 4 parties. D'abord, je rappelle des choses classiques, donc justement sur le schéma de Mac-Ellis, sur ce que c'est que les codes de Gopa, sur ce que sont ces fameux codes de Gopa sauvages. Dans une deuxième partie, je vais rappeler des choses un peu moins classiques sur des produits de code coordonnées par coordonnées qui permettent de distinguer certains codes algébriques de codes aléatoires, qui est, je dirais, c'est une attaque à 2 cœurs, ça c'est le premier cœur de l'attaque. La deuxième chose, donc ce que je disais, comment on calcule des poupées russes, ça va être la troisième partie. Et puis la dernière partie, on met tout ensemble et puis on voit comment on arrive à attaquer des codes de Gopa sauvages sur des extensions quadratiques. Alors, commencer donc par parler du schéma de Mac-Ellis. Donc le schéma de Mac-Ellis, c'est un schéma de chiffrement à clé publique. C'est de la crypto asymétrique. À la différence de RSA qui repose sur la difficulté de factoriser des gros nombres ou d'Elgamal qui repose sur la difficulté à calculer un log discret, là le problème mathématique qui est derrière, c'est la difficulté à décoder un code aléatoire. Donc l'idée c'est qu'on va prendre un code, alors a priori qu'on sait décoder, donc ça veut dire qu'il n'est pas aléatoire a priori, mais on va essayer de masquer sa structure pour donner l'illusion qu'il est aléatoire, et puis comme ça, l'attaquant, il se dit « Oh zut, un code aléatoire, mais je ne sais pas décoder ça en temps polynomial. » Voilà. Alors, donc comment on fait ? On va se donner une famille de triplets, donc ça c'est essentiellement, je vais le détailler après, mais c'est le couple clé publique, clé secrète. Donc il y a un code, il y a un entier, c'est le nombre d'erreurs qu'on est capable de corriger pour ce code, et puis il y a un algorithme de décodage. C'est pas comme ça qu'il est présenté en général, mais pour la suite, je trouve que c'est la présentation peut-être la plus agréable. Donc je me donne le code, le code, je me le donne sous la forme d'une matrice génératrice G, et puis voilà, j'ai un algorithme de décodage polynomial qui corrige jusqu'à T erreurs. Alors le fonctionnement, c'est quoi ? La clé publique, c'est une matrice génératrice du code et un entier, le nombre d'erreurs que je suis capable de corriger. La clé secrète, c'est l'algo. Le chiffrement, je commence par, à partir d'un élément, donc à partir d'un mot de longueur K, je construis un mot de code par une opération d'encodage classique. Je génère un vecteur d'erreur aléatoire. En fait, le chiffrement, ça va être d'intégrer de l'erreur de façon aléatoire dans le mot de code. Et puis, voilà, le message chiffré, ça va être un mot de code plus de l'erreur. Puis après, le déchiffrement, la clé secrète, c'est l'algorithme de décodage. Le déchiffrement, c'est qu'on applique l'algorithme de décodage, on élimine l'erreur, et puis on retrouve le message initial. Pour un attaquant, comme le code a l'air d'être aléatoire, appliquer un algorithme de décodage avec des algorithmes de décodage de code générique qui sont tous exponentiels. Donc pour un attaquant, ça fait très mal. Voilà. Donc ça, c'est le principe général. Alors bien sûr, ça veut dire qu'il faut des familles de code qu'on sait décoder. Donc la question après, c'est quelle famille on va choisir ? Alors là, je vais faire un petit historique de ce qui a été proposé. Alors c'est une longue saga, il y a eu plein de trucs qui ont été proposés. Je ne vais même pas tout raconter parce que ça pourrait prendre l'heure. Donc je vais juste raconter peut-être quelques points marquants. Et du monde des codes algébriques. Je ne vais pas parler des constructions à base de code LDPC, MDPC. Je vais vraiment parler de code algébrique parce que l'exposé il est autour des codes algébriques. Donc la proposition historique, on la doit à Mac-Ellis. 1977, donc c'est vraiment le tout début de la crypto à clé publique, quoi. C'est un an après Diffie-Hellman. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est vraiment contemporain d'RSA. C'est très très vieux. Alors Mac-Ellis, il avait proposé au départ ce type de paramètres, donc un code de Gopa binaire avec voilà ces paramètres-là. Alors ce qu'on voit, la sécurité, je la calcule en fonction des algorithmes les plus optimisés qu'on a maintenant. Donc ce qu'on voit, c'est que d'un point de vue sécurité, le Mac-Ellis historique, maintenant, il est un peu léger. On est quand même en dessous de 2 puissance 80. Donc maintenant, ce qui est préconisé, c'est plus quelque chose de cet ordre-là.
Et on le voit tout de suite, le scandale, c'est la taille des clés. Pour avoir une sécurité raisonnable, on a des clés qui sont considérables. Faut penser que voilà, RSA, on va avoir une centaine d'octets pour des sécurités à peu près similaires. Donc après, il y a eu toute une série de propositions pour essayer de réduire les tailles de clés. Je dirais que ça a été vraiment, dans les propositions de Michaelis, ça a été ça, grand framework, le grand leitmotiv, c'était est-ce qu'on peut réduire les tailles de clés? Alors, oui, alors, autre chose quand même à signaler, parce qu'il y a des choses qui ont été cassées, d'autres choses qui n'ont pas été cassées. Les GOPA binaires, il n'y a pas d'attaque structurelle connue à ce jour. Je vous donne un GOPA binaire, me retrouver la structure, alors j'expliquerai ce que c'est qu'un GOPA binaire tout à l'heure. Retrouver la structure, on ne sait toujours pas faire. Alors, donc, ensuite, il y a eu les codes de Reed-Solomon généralisés qui ont été proposés par Niederreiter. L'idée, il y a une plus grande distance minimale, on peut corriger plus d'erreurs, et donc du coup, on a une meilleure sécurité pour une taille de clé un peu plus petite, ou du moins des tailles de clé... oui, tout à l'heure, on était à de l'ordre de 400 pour avoir une sécurité comme ça, on est descendu à 67. Le problème, c'est que les codes de Reed-Solomon, on peut corriger plus d'erreurs, mais c'est aussi des codes beaucoup plus structurés, et au final, ma foi, ça a été le début de plein d'attaques, ça a été cassé par Sidolnikov et Shestakov, donc en 92, et c'est une attaque polynomiale qui retrouve en temps... essentiellement, c'est de la résolution de système linéaire qui permet de retrouver la structure du code de Reed-Solomon généralisé qui est derrière. Là-dessus, Sidolnikov, fort de son attaque sur les GRS, a dit on pourrait utiliser les codes de Reed-Muller. Donc je rappellerai aussi ce que c'est que les GRS, mais en un mot, c'est des codes qui sont obtenus par évaluation de polynômes univariés. Les Reed-Muller, c'est la même chose, mais on utilise des polynômes multivariés. Donc, ce qu'on voit d'ailleurs ici, ça permet d'avoir quand même des tailles de clés raisonnables pour une bonne sécurité. Enfin, raisonnables, elles sont toujours délirantes, mais raisonnables au sens de Michaelis. Et même problème, il y a eu une attaque. Alors, c'est pas aussi clair que pour les Reed-Solomon, parce que c'est une attaque sous-exponentielle. Mais donc, pour les paramètres qui avaient été proposés, pour les tailles de clés qui avaient été proposées, c'est une attaque qui semble marcher. Je ne suis pas allé vérifier, personnellement, mais en tout cas, c'est plus quelque chose qu'on regarde, les Reed-Muller. Ensuite, il y a eu les codes géométriques. Alors, dire que ça a été proposé. Il y a peu de paramètres qui ont été proposés. Le seul exemple qu'on voit dans l'article de Janois et Moreno, si on calcule la sécurité, elle est quand même très limitée, mais bon, c'est une idée générale. Les codes géométriques, c'est une surclasse des codes de Reed-Solomon généralisés. On pouvait essayer ça. Et puis en fait, il y a eu des attaques aussi, des attaques polynomiales. Il y a eu d'abord Faure et Minder qui ont fait une attaque sur le petit genre. Et puis là, dans la matinée, vous aurez l'exposé d'Irène Marquez-Corbella qui vous expliquera comment on peut faire des choses sur des genres quelconques. Voilà. Alors on continue la saga. Alors après il y a eu des variantes de Michaelis, alors ça je connais moins bien donc j'en parle très vite. Il y a eu un certain nombre de variantes qui étaient dans une optique, on essaye d'avoir des plus petites clés. Donc ce qu'on pourrait faire c'est prendre un code avec un groupe d'automorphisme, enfin avec un groupe Kaji dessus. Il est décrit par une matrice circulante et puis on regarde on ne publie que le petit bloc qui va circuler. Ça permet de réduire de façon hyper conséquente les tailles de clés. Par contre, il y a plein de trucs, pareil, qui ont été cassés. Alors pourquoi? Parce que, essentiellement, on peut montrer qu'attaquer Michaelis, ça peut se ramener à résoudre un système d'équations polynomiales. Et en fait, si on réduit comme ça la taille de clé, eh ben, ma foi, on réduit le système d'équations polynomiales. Et donc, il y a des attaques. Celle-là, elle est polynomiale. C'est une attaque sur Gabori. Et celle-ci, ça, c'est quelque chose de plus général. Et c'est une attaque par résolution de système polynomial, mais du fait que la clé est petite, ils ont réussi à réduire la taille du système. Et puis, de toute façon, j'en parle mal, et il y aura un exposé de Frédéric de Portzamparc qui va expliquer comment on fait encore bien mieux que ce qui a été fait en 2010 sur ce type de clé. Donc du coup, ça, bon, il doit en rester des choses, il n'en reste pas grand chose. Voilà, donc, je ne sais plus où on en était. Voilà, ah oui, quand même. Il y a eu aussi... Il faut quand même que j'en parle parce que nous, c'est de ça qu'on va parler. Il y a les codes de Gopa sauvage. Ça va être un transparent sans Bryce, celui-là. Donc, je vais expliquer ce qu'ils entendent par sauvage. Donc, c'est Bernstein, Lange et Peters qui ont proposé ça en 2010. L'idée, il y avait une proposition originelle qui était d'utiliser des codes de Gopa binaires. Bernstein et consorts, ils ont dit, mais au fond, au diable la vérité, on pourrait utiliser des codes de Gopa QR. Et l'analogue intéressant, c'est vraiment les codes de Gopa sauvage. C'est eux qui ont des bons paramètres. Et ils arrivent à avoir... une très bonne sécurité. Ils proposent en fait un tableau hyper conséquent de clés, voilà, dont les tailles sont assez variables. Et ça, pour le moment, pas d'attaque. Enfin, si, parce qu'on va vous en présenter une sur une sous-classe des codes de Gopa sauvage. Voilà. Alors, je vais pas rappeler les définitions de tous les codes dont je parle. Je vais vous parler un petit peu des
des codes dont on a besoin pour comprendre la suite de l'exposé. C'est-à-dire que je vais vous parler des codes de Reed-Solomon généralisés. Je vais vous parler des codes alternants. Alternants, je n'ai pas employé le mot, si j'ai dû le... Voilà, je l'ai écrit ici, alternant. Puis je vais parler des codes de Gopa sauvages. Alors qu'est-ce que c'est un code de Reed-Solomon généralisé? C'est un code qui est obtenu par évaluation de polynômes. C'est-à-dire qu'on va se donner... On va se donner un nuplet d'éléments d'un corps fini, et puis on va évaluer des polynômes en ce nuplet. Ça, c'est l'idée. Donc on se donne aussi un espace de polynôme de degré inférieur à un certain entier qu'on s'est fixé. Puis on évalue. Alors, il y a un deuxième nuplet, c'est-à-dire qu'on pourrait juste évaluer. On se dit, tiens, on va faire un autre truc, on va tordre un peu l'évaluation en multipliant chaque évaluation par un élément du corps fini fixé. Voilà. Donc ça donne ça. Si vous pensez au départ, les y sont tous égaux à 1, le mot il est vraiment obtenu par évaluation. Les mots ils sont obtenus par évaluation d'un polynôme f en les éléments x0, xn-1. Et puis voilà. Et puis on tord l'évaluation. Voilà. Donc ça c'est les codes de Reed-Solomon généralisés. C'est des codes qui sont hyper agréables. Ah oui, petite remarque. Dans toute la suite, il y a toujours deux vecteurs dans les GRS, pareil dans les alternants. Il y a ce que je vais appeler le support, c'est ce en quoi on évalue. Et le multiplicateur, c'est ce par quoi on multiplie. Donc x c'est le support, y le multiplicateur. C'est la terminologie que j'emploierai dans ce qui suit. Donc je disais, c'est des codes hyper agréables. En particulier, on connaît leurs dimensions, leurs distances minimales, qui sont données par ces formules-là. La dimension, ça vient de ce qu'on évalue des polynômes de degré strictement inférieur à k. Donc ça vient d'un espace de polynôme de dimension k. Et la distance minimale, ça vient de ce qu'un polynôme qui a un degré au plus k, enfin au plus k-1, et bien il a au plus k-1 racine. Et donc, du coup, il a au moins n-k plus 1 coordonnées non nulles. Donc, voilà. Là, je vous ai parlé des Reed-Solomon généralisés. Maintenant, je vais vous parler des codes alternants. Alors, pour parler des codes alternants, il faut que je rappelle la notion de sous-code sur un sous-corps, qui est une notion toute simple, mais avec laquelle on fait des choses magnifiques, qui est, si on a un code qui est défini sur une extension de FQ, donc sur FQM, ben on peut en déduire tout bêtement un code sur FQ, en faisant l'opération suivante, c'est qu'on jette à la poubelle tous les mots qui n'ont pas leurs coordonnées, n'ont pas toutes leurs coordonnées dans le sous-corps. On ne garde que les mots qui ont toutes leurs coordonnées dans le sous-corps. Alors y a beaucoup en fait de classes de code qui sont construites comme ça, parce que finalement plus le corps est gros, plus c'est facile de construire des codes intéressants. Inversement, sur les petits corps, c'est délicat de construire des codes intéressants. Il y a beaucoup, typiquement les codes BCH, normalement ils sont construits comme ça. On construit des codes de Reed-Solomon sur une extension et puis on applique cette opération élémentaire. Alors, si on connaît le code, les coordonnées, enfin les paramètres pardon, du code sur l'extension, on connaît en fait, on a une information, enfin on a au moins des minorations sur les paramètres du sous-code sur un sous-corps. Alors par contre, ici je fais une description, alors je ne l'ai pas dit, je présenterai toujours donc longueur, dimension et distance minimale dans cet ordre-là, parce que c'est comme ça que tout le monde fait. Et ici je fais un truc un peu tordu, c'est que je ne vais pas parler de la dimension, je vais parler de la codimension. D'où le C c'est pour codimension. Parce que c'est vraiment sur la codimension que les choses se font quand on fait un sous-code sur un sous-corps. Bon bah la distance minimale d'un sous-code sur un sous-corps, au pire, c'est celle du code. Tout simplement, j'ai pris un sous-ensemble. J'ai un ensemble d'éléments dont les éléments sont 2 à 2 à distance au moins d. Bah, si j'en prends un sous-ensemble, ils ne vont pas se rapprocher. Donc cette formule est assez naturelle. Et alors ça vient de ce que si on a un code qui est de codimension C, ça veut dire qu'il est décrit par C équations indépendantes sur FQM. Et je peux en déduire MC équations sur FQ qui ne sont pas forcément indépendantes, mais du coup ça me donne cette minoration. Donc voilà, en tout cas, la morale de l'histoire, c'est que si on fait une opération de sous-code sur un sous-corps, qu'on connaît les paramètres du gros code, on sait des choses sur les paramètres du code qu'on construit, du sous-code sur un sous-corps qu'on construit. Je vous ai parlé de GRS, je vous ai parlé de sous-code sur un sous-corps, mais un code alternant, c'est un sous-code sur un sous-corps d'un GRS. Alors je fais un truc tordu, c'est ce qu'on fait, c'est qu'en fait, je le décris comme le sous-code sur un sous-corps du dual d'un GRS. C'est pas grave, le dual d'un GRS, c'est un GRS, c'est un Reed-Solomon généralisé aussi, et c'est juste, le dual d'un GRS, ça va être un GRS, mais avec un indice n-r. Mais voilà, c'est toujours le R qu'on garde, parce que le R, quelque part, c'est ce qui va correspondre à la codimension, et vous l'avez vu tout à l'heure, c'est la codimension qui est intéressante sur les sous-codes, sur les sous-corps, c'est ça qu'on comprend bien. Donc voilà, en tout cas, il faut penser que c'est construit à partir de polynômes, d'évaluation de polynômes de degré au plus n-r-1, auquel on applique donc cette opération de sous-code sur un sous-corps. Du coup, les minorations que je donnais tout à l'heure pour les sous-codes sur un sous-corps, ça nous donne des minorations sur les paramètres des codes alternants.
Voilà, donc là j'ai parlé de GRS, j'ai parlé d'alternant, il ne me reste plus qu'à parler de GOPA et de GOPA sauvage. Alors qu'est-ce que c'est qu'un code de GOPA? Un code de GOPA, c'est un code alternant. C'est rien de plus qu'un code alternant. Le truc, c'est que dans les codes alternants, il y avait le support, le multiplicateur, il y avait x et y. Dans les GOPA, il va y avoir une dépendance algébrique entre le vecteur x et le vecteur y. Tout simplement, on va se donner un polynôme qu'on appelle le polynôme de GOPA. Et en fait, les multiplicateurs, ils vont dépendre du support via ce polynôme de GOPA, via cette relation. Voilà, donc pourquoi pas. Et une autre chose, c'est que le degré, donc ce qu'on appelle le degré du code alternant, là ce qui était l'indice, donc ça va être en fait exactement le degré du polynôme de GOPA. Voilà. Donc c'est pas comme ça qu'on les décrit habituellement, une fois de plus, mais pour ce que je vais vous raconter dans ce qui suit, je pense que c'est vraiment la bonne façon de les voir. C'est des codes alternants un peu particuliers avec une dépendance algébrique entre x et y. Alors vous allez me dire pourquoi faire ça? Finalement, quelque part à des fins cryptographiques, on a beaucoup moins de clés si on impose une telle dépendance algébrique. Alors pourquoi? Tout simplement parce que... Oui, j'ai oublié de dire ça. Voilà. Très bien. On a, du fait des minorations qu'on avait sur les alternants, on a une minoration sur les paramètres de code de GOPA. Et là, je repose ma question que j'ai posée un peu trop tôt. Pourquoi faire ça? En fait, parce que en choisissant bien le polynôme de GOPA, on peut faire mieux que ça. Et ça, c'est un résultat qui date de 76. Pardon, je me suis trompé. 76. Excusez-moi. Donc voilà. Puis j'aurais dû changer Sugiyama, Nakamura, Kashawa et Namekawa. Moi, je voulais mettre tous les noms et puis j'ai oublié. Voilà. Donc en tout cas, ce qu'ils ont dit, tous ces gens-là, c'est que si on construit un code de GOPA avec un polynôme de GOPA qui a une puissance q-1 d'un polynôme irréductible, il coïncide, il va être exactement égal au même code de GOPA, mais avec gamma à la puissance q. Alors ça, c'est intéressant. Il faut penser, on a deux codes de Reed-Solomon généralisés qui sont au-dessus. On fait le sous-code sur un sous-corps, on obtient le même code. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux codes de Reed-Solomon généralisés qui sont au-dessus, il y en a un qui aura une meilleure dimension, un autre qui aura une meilleure distance minimale. Et en fait, pour estimer les paramètres, on va pouvoir prendre le meilleur de chacun. Et du coup, alors, au choix, on peut dire soit qu'on gagne sur la dimension, on va gagner ici, on va gagner m degrés de gamma, parce qu'ici, au lieu d'avoir un q, on a un q-1. Soit on peut dire qu'on gagne sur la distance minimale, parce qu'ici, sur la distance minimale, on a un facteur q, au lieu d'avoir un facteur q-1. Donc ça, bref, on a pris le meilleur des deux, au final, on a de meilleurs paramètres. Meilleurs paramètres, donc pour Michaelis, meilleure sécurité, parce qu'on peut corriger plus d'erreurs, donc dans le chiffrement, introduire plus d'erreurs. Voilà. Alors, maintenant, je ne sais plus où j'en suis. Ah oui, voilà. Alors, ouais, je voulais faire un petit dessin quand même pour expliquer un petit peu le contexte. Donc, on a les codes de Reed-Solomon généralisés. Les alternants, c'est une plus grosse classe. Traverser cette frontière, ça veut dire passer d'un cas où il n'y a pas de sous-code sur un sous-corps à, hop, là, il y a un sous-code sur un sous-corps. Il n'y en a pas, il y en a, il n'y en a pas, il y en a. Voilà. Hop. Alors, les codes de GOPA, dans tout ça, ils se placent là. Et je ne voulais pas trop alourdir, mais les codes de GOPA sauvages, c'est une sous-classe des codes de GOPA. Bon, mais voilà, ça se place là. Avant cet exposé, on vivait dans ce monde-là. Alors, je me suis vachement pris la tête sur le code des couleurs, parce que comment représenter quelque chose qui est cassé de quelque chose qui n'est pas cassé, c'est quoi la bonne couleur? Donc j'ai fini par choisir la couleur du t-shirt de mon collègue de tout à l'heure, voilà. Et puis un bleu qui n'est pas très joli, mais je ne suis pas très bon pour faire des dessins, donc voilà. Mais en tout cas, il faut penser que jusqu'à maintenant, c'était vraiment, on savait parfaitement casser les GRS, et puis le monde des alternants, on savait rien faire du tout. Et il y avait même l'idée que cette frontière-là, que je viens de faire passer en rouge, je le refais, hop, était vraiment infranchissable. C'est-à-dire que passer de il n'y a pas de sous-code sur un sous-corps à il y a une opération de sous-code sur un sous-corps, c'était du pain béni pour la cryptographie, parce que cette opération, elle nettoie beaucoup de structures. Et on se disait, en fait, vraiment, il y avait pour beaucoup de gens l'idée que c'était une frontière très difficile à passer. Donc nous, on est hyper fiers, donc là, c'est le moment où je frime, c'est que essentiellement, on a fait ça. On est loin d'avoir tout cassé, mais on a ajouté un petit liseré jaune autour de la tâche jaune. Et du fait que c'était considéré comme très dur à faire, et puis que ça n'avait pas été fait en 30 ans, on est très contents. Voilà. Donc là, j'arrête de frimer, puis maintenant, je vais vous raconter un petit peu plus de choses. Alors, j'arrive à ma deuxième partie. Dans la deuxième partie, je disais que j'allais parler de produits de code et de distingueurs. Donc, ça, c'est une chose à laquelle... une chose qu'on peut trouver stupide au départ, mais au fond, des codes, c'est des espaces vectoriels, on peut additionner des mots, et puis on peut se dire, mais au fond, on peut aussi les multiplier. Alors, pourquoi pas? Oui, on peut les multiplier.
Voilà, donc ce que je peux faire, c'est utiliser la structure d'anneau produit sur FQN, et puis voilà, je multiplie deux mots en disant je fais juste le produit coordonnée par coordonnée. Bon, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, c'est un peu idiot, ça sert à quoi? Ça sert à plein de choses, en fait. Et ce que je vais vous raconter, c'est une des applications. Il y a des milliards d'applications de cette opération toute simple. Et puis, une vraie motivation, c'est que quelque part, tous les codes dont je vous ai parlé, ils proviennent d'évaluations de polynômes. Donc, j'ai une structure algébrique qui est un espace de polynômes. L'espace de polynômes, c'est plus qu'un espace vectoriel, c'est un anneau. Les polynômes, ça se multiplie. Et puis, à partir d'un espace de polynômes, je construis un code, un espace vectoriel. Ben là, on peut se dire finalement, est-ce que c'est pas dommage de se priver de toute la structure algébrique qu'on avait, à savoir une structure d'anneau, quand on regarde les codes? Et essentiellement, ajouter cette opération, se munir de cette opération, ça permet d'avoir, de se rapprocher un petit peu de la structure d'anneau sous-jacente au code, et ça permet du coup d'avoir des attaques intéressantes. Voilà. Donc, alors, j'ai parlé de produit de mots, on peut parler de produit de code. Le produit de code, c'est l'espace engendré par le produit des mots de chacun des deux codes, donc c'est écrit là. Et puis du coup, on peut parler de carré d'un code, donc c'est l'espace engendré par les produits de deux mots d'un code donné. Voilà. Alors, les résultats intéressants sur le sujet, déjà, il y a le fait qu'on a une estimation de la dimension d'un carré en fonction de la dimension du code. L'estimation, elle est toute bête. Si votre code il est de dimension k, vous avez une base à k éléments, et si vous comptez le nombre de produits que vous pouvez faire d'éléments de cette base, vous en avez ce nombre-là. Donc là, ça c'est le cardinal d'une famille génératrice du carré, et puis sinon, bah, la dimension est toujours plus petite que la longueur, d'où ce min. Alors, ça c'est une estimation, elle a l'intérêt de ne pas être du tout grossière, et ça c'est pas mal intéressant. Alors ça, là je vais citer un résultat donc, qui est... dans l'article des distingueurs donc de Fogère, Gauthier, Othmani, Perret, Tillich 2013, j'espère que c'est celui-là, sinon Ludovic me corrigera, qui dit essentiellement que la dimension du carré, si elle n'est pas exactement égale à la borne supérieure de tout à l'heure, le fait que la dimension du carré ne soit pas exactement égale à la borne de tout à l'heure, ça n'arrive pratiquement jamais. On prend un code aléatoire, son carré, il est de dimension 2 parmi dimension de A plus 1. Et alors ça c'est intéressant parce que par contre les codes algébriques, il y a beaucoup de codes algébriques qui, du fait qu'il y a des espaces de polynômes derrière, ne se comportent pas comme ça. Et du coup ça nous donne une méthode pour distinguer des codes algébriques de codes aléatoires. Donc ça avait été utilisé donc, pour avoir vraiment un distingueur sur certaines classes de GOPA binaires, dont le carré, code de GOPA binaire de haut rendement, leur carré il est de dimension anormalement petite. Donc ça j'en parlerai pas aujourd'hui, moi je vais parler d'un autre type de distingueur, mais qui repose sur exactement la même idée et à partir duquel on va avoir une attaque. Alors, avant de parler des GOPA, le cas le plus bête, les codes de Reed-Solomon généralisés, ça c'est typique des codes qui sont distinguables, pour la bonne et simple raison que voilà, le carré d'un code de Reed-Solomon généralisé, sa dimension c'est 2k-1, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tout à l'heure, on avait une borne sur la dimension qui était quadratique, 2 parmi dimension de A plus 1, c'est de l'ordre de dimension de A au carré sur 2, donc on avait vraiment une bande quadratique, là on est passé du quadratique au linéaire. Donc c'est pas du tout un comportement typique, on n'est pas du tout face à un comportement de code aléatoire. Et de fait, si je vous donne une matrice de code GRS et que je vous dis oh c'est peut-être un code aléatoire, hop, vous faites le calcul et vous allez me dire bah non, voilà. Donc ça c'est une première classe de code qui est très facilement distinguable. Alors, je donne une preuve du pourquoi on a ça. La preuve, elle est relativement élémentaire. Hein. Faites le produit de deux polynômes dont le degré est au plus k-1. Vous avez un polynôme dont le degré est au plus de k-2. Et le produit étoile, il se comporte bien face aux évaluations de polynômes parce que le produit d'une évaluation, c'est l'évaluation du produit, etc. Et donc vraiment, en fait, on se retrouve dans un code... de Reed-Solomon généralisé qui est de degré le double, et donc du coup on ne fait que essentiellement doubler la dimension. Voilà. Alors, du coup, maintenant j'en arrive à ma troisième partie, c'est les filtrations. On dit on sait distinguer, quelque part, la première, quand il y a eu les premiers distingueurs, il y a eu beaucoup de critiques, c'était de dire, très bien, mais en même temps, on peut très bien, dans notre schéma de chiffrement, avoir spécifié que le code qu'on utilise, que la clé publique, c'est un code de GOPA, et quelque part, avoir un algorithme qui nous certifie que c'en est un, à quoi bon? Donc, un distingueur tout seul, on peut se dire que ça sert à rien. En fait, ça sert à beaucoup de choses. C'est que
si on sait distinguer, sans doute, on sait faire d'autres choses, mais ce que vous allez voir, c'est qu'il y a quand même du boulot. Voilà, donc ici, ce que je vais expliquer, c'est comment, à partir d'un distingueur, on peut calculer une filtration du code. Donc une filtration, vous pensez, c'est une famille de sous-codes emboîtés, c'est là que j'ai mes poupées russes. Évidemment, chaque sous-code a les mêmes caractéristiques. Il faut penser ici, si c'est un GRS, je vais avoir un GRS de même support, même multiplicateur, ici, à peu de choses près. Ou si j'ai un GOPA, ici, je dois avoir des GOPA, etc. Essayez de calculer ce genre de choses. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais vous donner un exemple qui est un exemple pédagogique, un petit peu idiot, mais qui permet de comprendre un petit peu la philosophie de l'attaque qu'on a fournie sur les GOPA classiques. Donc, je vais faire un exemple sur comment, à partir du fait qu'on sait distinguer les codes GRS, on peut calculer une telle filtration et en quoi calculer une filtration, c'est intéressant. Alors, avant toute chose, il faut que je rappelle une chose, que moi je suis dans mon truc, j'enfonce le clou sur une chose, c'est qu'à chaque que je considère des GRS, des alternants ou des GOPA, derrière chaque mot, il y a un polynôme, et il y a un unique polynôme. Les GRS, ils sont vraiment, un mot d'un GRS, il est en correspondance avec les polynômes de degré strictement inférieur à k. Pour les GOPA, c'est un peu plus tordu parce qu'un mot correspond à un polynôme, mais tous les polynômes ne donnent pas des mots. C'est les polynômes dont les évaluations tombent sur un sous-corps qui donnent des mots. Mais en tout cas, il faut penser que derrière chaque mot, il y a un polynôme. Et du coup, quand on fait des produits de mots, on fait des produits de polynômes. Essayez de garder bien ça en tête parce que c'est finalement toute l'attaque, quelque part, on le fait sur les polynômes qui sont cachés derrière. Donc, exemple pédagogique sur les GRS. Donc, je me donne un code de Reed-Solomon généralisé. Donc, j'évalue des polynômes de degré au plus k-1. Et ça va être ma clé publique. Alors maintenant, je me munis d'une idée farfelue. Vu que l'exemple est pédagogique, je vais rajouter un truc qu'a priori on n'a pas, mais c'est vraiment pour comprendre ce qui se passe. Je vais supposer que je connais un sous-code, je connais le deuxième cran de ma filtration, si vous voulez, je connais un sous-code qui correspond à l'évaluation des polynômes de degré au plus k-2. En général, on ne l'a pas, mais c'est pas pour rien que j'écris farfelu ici. Voilà. Donc du point de vue polynôme, je connais les évaluations des éléments de cet espace-là et de cet espace-là. Et alors l'idée, c'est que en fait, je vais pouvoir calculer les éléments de fq crochet z inférieur ou égal à k-3, les polynômes de degré au plus k-3. Pourquoi? Voilà. En fait, regardez pas la proposition, regardez la preuve. C'est la preuve qui est intéressante. Un polynôme de degré au plus k-3, il a une propriété simple, c'est que si on multiplie par n'importe quel polynôme de degré au plus k-1, en fait, on a un polynôme de degré au plus 2k-4. Les polynômes de degré au plus k-1, je les avais, ils sont là. Ceux-là, je ne les ai pas directement, mais je les ai en calculant le carré de celui-là. Calculant le carré de celui-là, ça c'est les polynômes de degré au plus k-2. Alors il y a le problème, ici il y a les dimensions et les degrés, il y a toujours un décalage de plus 1, c'est pénible, je m'en excuse. Mais voilà, donc ici c'est le polynôme de degré au plus k-2, si on fait le carré, on a les polynômes de degré au plus 2k-4. Et en fait, au final, en résolvant ce système linéaire, et c'est vraiment là, c'est purement de l'algèbre linéaire, je suis capable de calculer un troisième sous-code qui correspond au polynôme de degré au plus k-3. Quand j'en suis là, qu'est-ce que je fais? Je continue et je déroule jusqu'à ce que j'arrive au degré 0. Je calcule toute ma filtration. Ça me donne ça. Quand j'ai eu le dernier, j'ai en fait un espace vectoriel qui est engendré par un seul mot, qui est donc ce mot-là, les évaluations tordues par les yi des f de xi, mais alors attention, f, c'est un polynôme de degré 0. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'espace engendré, la droite engendrée par le multiplicateur, qui est ici. Donc j'en déduis le multiplicateur à un scalaire près. De toute façon, le multiplicateur, on peut le définir à un scalaire près, parce que les codes sont invariants par homothétie, etc., etc. Alors vous allez me dire, t'as y, t'as pas x. Je dirais, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas non plus. J'ai supposé que j'avais celui-là, et en général, je l'ai pas. Mais l'idée, c'est que je suis parti d'une situation, j'ai des codes qui sont distinguables pour le produit. J'arrive à en déduire un calcul de filtration, et en fait, via le calcul de filtration, je vais récupérer des éléments caractéristiques de mon code. Et c'est vraiment exactement ça qu'on fait dans ce qui suit. Alors, la filtration, je la rappelle, la filtration qu'on a calculée, c'est exactement celle-là. Mais pour calculer celle-là, il fallait supposer qu'on ait les deux premiers crans. Et de toute façon, avec nos distingueurs, c'est toujours pareil. Si on veut calculer une filtration, il faut connaître les deux premiers crans. Et celui-là, on n'a pas de raison de l'avoir. C'est le slide suivant. On n'a aucune raison de connaître à la fois GRSK et GRSK-1. Par contre, il y a une filtration qu'on est capable de calculer, c'est celle-là. On part de notre GRS, donc on a des polynômes, un espace de polynômes, puis je regarde le sous-espace de polynômes qui s'annule en 0, puis le sous-espace des polynômes qui s'annule en 0 avec multiplicité 2, avec multiplicité 3, etc. Donc vous me voyez venir. Et l'avantage, c'est qu'ici, les deux premiers crans de la filtration, on les a. Le premier, on l'avait, et le second, on l'a en fait
Déjà en faisant l'hypothèse que la première position c'est 0, mais ça on a toujours le droit de le faire du fait de la transitivité du groupe affine sur la droite. Je ne rentre pas dans les détails, mais on peut vraiment supposer que la première position, que la première entrée de x c'est 0. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui correspond à ça, c'est le sous-code des mots dont la première coordonnée est nulle. Et ça, c'est juste un début de pivot de Gauss pour le calculer. Donc, j'en profite d'ailleurs pour rappeler la définition de code raccourci. Un code raccourci, c'est un code dont certaines positions fixées ont été à 0. Donc ici, voilà, là en rouge, j'ai un code raccourci. Et celui-là, à partir de la clé publique, je sais le calculer. Donc je sais calculer les deux premiers crans de ma filtration. Du coup, je peux refaire exactement le même micmac que j'ai fait tout à l'heure. Je calcule toute la filtration. À la fin, alors j'ai pas l'espace vectoriel engendré par les yi, là je vais avoir les yi fois xi puissance k-1. Mais à partir de là, il y a moyen de s'en sortir. On sait faire. Et à partir du moment où on a calculé la filtration suffisamment profondément, on va dire que essentiellement ce qui reste, c'est de la technique après. Voilà. Donc maintenant, je viens de vous décrire dans les grandes lignes une attaque alternative sur les codes de Reed-Solomon généralisés. C'est-à-dire que 21 ans après Sidelnikov et Shestakov, on est content d'avoir une attaque qui, soit dit en passant, est plus lente parce que le calcul d'un carré, c'est plutôt du haut de N4 que du haut de N3. Donc, on fait plus lent 20 ans après, quand on a eu un peu de mal à le vendre au départ, ça, bizarrement. En fait, c'est quand même énorme. Ce qui se passe, c'est que l'attaque de Sidelnikov-Shestakov, l'attaque de Foreminder sur les Reed-Muller, l'attaque de Minder et Chokrolai sur les Reed-Muller et de Foreminder sur les codes géométriques de petits genres, toutes ces attaques elles reposent au départ sur le fait qu'on calcule des mots de poids minimal. Sur un Reed-Solomon, les mots de poids minimal, c'est facile, c'est un simple pivot de Gauss, ça se fait en haut de N3. Sur les Reed-Muller, ça commence à être plus difficile. Sur les codes géométriques en petit genre, on y arrive, mais en fait, c'est un calcul qui est exponentiel en genre. Pour un code en général, on ne sait pas faire. L'intérêt de notre attaque alternative, c'est qu'elle ne repose pas, on n'a pas comme premier pas un calcul de mots de poids minimal qui pourrait être coûteux et qui est infaisable sur des codes de Gopa classiques. Voilà. Et c'est ça qui nous a permis, c'est vraiment cette attaque d'un genre, enfin ce point de vue d'un genre vraiment nouveau qui nous a permis du coup d'avoir une attaque nouvelle sur des choses qui n'étaient pas attaquées jusque-là. Alors maintenant, entrons vraiment dans le vif du sujet. Je l'ai dit, les Reed-Solomon c'est fait depuis 20 ans. Qu'est-ce qu'on sait faire sur les Gopa? Alors regardons les alternants. Donc un alternant, j'ai dit, c'est un sous-code sur un sous-corps d'un GRS qui est obtenu via des polynômes de degré strictement inférieurs à n-r. La dimension, elle est là, et ce qu'il faut dire, cette borne inférieure sur la dimension, en général, elle est très proche de la réalité. Alors, il y a une difficulté. J'ai des polynômes de degré au plus n-r-1. Je vais faire des carrés. Ça va me donner des polynômes de degré 2n, moins 2r, moins 2. Disons 2n, moins 2r. Pensez ça. Si je veux garder ma correspondance mot de code polynôme, il faut qu'un polynôme de degré 2n, moins 2r, il soit entièrement déterminé par ses évaluations. Et pour ça, théorème de Lagrange, pour qu'un polynôme soit entièrement déterminé par ses évaluations, il faut que j'ai plus d'évaluations que le degré. Donc il faut que mon n, la longueur de mon code, soit plus grande que 2n moins 2r. Et ça veut dire que n moins r doit être plus petit que n moins 2. Ça me fait r plus grand que n plus 2. Et catastrophe, m, je rappelle, m c'est le degré d'extension. Dès qu'on a une extension de corps, et ma foi, ça nous donne une minoration sur le code alternant qui est négative. Donc là, au départ, on se disait, aïe, pour ce type d'attaque, on va pouvoir distinguer et attaquer le code nul. Ce qui est dommage, parce qu'en haut de N4, ça fait cher pour attaquer le code nul. Mais, en fait, il peut quand même se passer quelque chose, et il va se passer quelque chose dans le cas limite, c'est-à-dire pour m égale 2. Alors là, je rentre dans les transparents techniques. Pour m égale 2, il se passe une première chose. Déjà, le résultat de Sugiyama, Namekawa, Kashawa et j'ai oublié leur nom, je suis désolé. Voilà, c'est pas bien, je m'en excuse, mais voilà. Il disait que ce code-là, il est égal au même code avec gamma puissance q. Et en fait, ce qu'on a montré dans un article récent avec Ayoub Otmani et Jean-Pierre Tillich, c'est que dans le cas m égale 2, il se passe un truc en plus, c'est qu'il y a aussi une égalité avec le Gopa associé au polynôme gamma puissance q plus 1. Et alors, c'est un truc très particulier parce que ce code, il est très particulier. Parce que ce qu'il faut penser à partir de maintenant, c'est que dans FQ2, élevé à la puissance Q plus 1 dans FQ2, ça revient à faire X puissance Q plus 1, donc X fois XQ, c'est calculer une norme. C'est exactement comme si vous avez les complexes, c'est comme de faire Z fois Z bar. Et donc,
En particulier, c'est un polynôme qui va prendre toutes ces valeurs dans le sous-corps. Et donc, du coup, ça, c'est un code très particulier et qui a une dimension particulièrement bonne. Et du fait, en plus de la minoration classique, on gagne un terme qui est quadratique en le degré du polynôme petit gamma. Et donc, quelque part, par rapport au cas de tout à l'heure où je disais par rapport à ça, où je disais, mais si cette minoration, elle est précise, ben on est fichu. En fait, dans ce cas-là, elle n'est pas précise. En fait, on peut la préciser. Et la minoration est meilleure que les minorations génériques. Ça, c'est une première chose. Et de fait, on ne va pas pouvoir distinguer ces codes-là. Si on calcule le carré directement, on va obtenir fq puissance m tout entier. Par contre, si on les raccourcit, c'est-à-dire si on regarde le sous-code obtenu en imposant un certain nombre de positions à 0, ceux-là vont être distinguables. Et ça, c'est le résultat sur la zone du distingueur. Donc en fait, il faut imposer un nombre A de positions à 0 qui vit dans un intervalle entre quelque chose de un peu effrayant et quelque chose de totalement effrayant. Voilà. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, on sait les distinguer. Alors, on a des contraintes quand même, j'ai dit, donc on a une première contrainte, c'est m égale 2. La deuxième contrainte, ça va être sur le degré du polynôme, donc sur le petit r, le degré du polynôme de Gopa. En fonction du corps, il faut quand même que le degré du polynôme de Gopa soit pas trop petit. Donc là, je donne les degrés de polynôme de Gopa à partir desquels... jusqu'auquel on ne sait pas faire, c'est plus ça. Donc, entre 19 et 37, et la plupart des paramètres proposés pour m égale 2, ils sont, ce que Bernstein, Lange et Peters avaient proposé, c'était F29, F31, F32, tout simplement parce que si on veut des codes longs, et vu qu'on a une extension quadratique, la longueur, elle est en Q carré, donc il faut, si on veut avoir des codes un peu conséquents, il faut quand même un corps de base qui est pas rikiki. Et donc on est dans cette zone-là, et c'est des polynômes, ça va être le cas de polynômes de degré plus grand que 4 qu'on va être capable de casser. Je crois que polynôme de degré 3, on se dit qu'on va y arriver, mais il y aura plus de boulot et on n'y arrive pas encore. Voilà. Alors, donc, maintenant, notre attaque, comment elle marche? Comment elle marche? On va se donner d'abord, donc je rappelle la clé publique, un code de Gopa avec m égale 2. Donc m, c'est le degré de l'extension qui est derrière. Donc on a un code GRS sur FQ2, puis on fait le sous-code sur un sous-corps, donc sur FQ. Voilà. Alors, je l'avais dit tout à l'heure, sans perte de généralité, on peut supposer que les deux premières positions, donc les deux premières entrées du vecteur x, c'est 0 et 1. Ça vient de ce que le groupe affine, il est deux transitifs sur la droite affine. Et donc, du coup, en faisant agir le groupe affine, on peut fixer les deux premières positions à 0 et 1. On laisse ça de côté. Tout à l'heure, on l'a dit, il y a une filtration. Quand on sait distinguer, il y a sans doute une filtration qu'on sait calculer. C'est celle-là. Polynôme qui s'annule en 0, polynôme qui s'annule en 0 avec multiplicité 2, etc., etc., etc. Oubliez les degrés, c'est vraiment voilà, cette filtration qu'on calcule. Alors, les deux premières termes de la filtration, j'ai dit on les connaît. Celui-là, il vient de la clé publique. Celui-là, il vient de ce qu'on fait un début de pivot de Gauss en éliminant la première colonne. Et les autres, on les obtient en utilisant le distingueur et en résolvant le système linéaire que j'avais signalé tout à l'heure. Alors, j'ai dit, petite remarque, j'ai dit on va jusqu'au Q plus unième terme de la filtration. Toujours pareil, Q plus 1, non mythique, c'est l'exposant de la norme, c'est pas pour rien. Quand on arrive au Q plus unième terme de la filtration, eh bien, il se passe un truc magique, c'est qu'on ne va pas obtenir X, on ne va pas obtenir le support, mais on va obtenir les puissances Q plus unième du support, les normes des éléments du support. Alors pourquoi? Ça, c'est la partie où je vais vous faire un peu mal à la tête, mais j'essaye. Donc je l'appelle CQ plus 1, le Q plus unième terme de la filtration, il correspond à cet espace de polynôme-là. Oubliez les degrés qui sont en dessous, c'est pas important. Il faut juste penser que c'est des degrés qui sont inférieurs à S, qui est les degrés qui permettent de construire la clé publique. Donc voilà, c'est des codes comme ça. Et alors là, pareil, regardez pas le lemme, regardez la preuve. J'ai un mot de code qui est dans ce Q plus unième terme de ma filtration. Il correspond à un polynôme qui est Z puissance Q plus 1 fois un certain polynôme F. Le fait que l'élévation à la puissance Q plus 1, c'est la norme, et donc que ça tombe dans le sous-corps, ça dit que, donc ça c'est ce que je dis ici, hop, l'élévation à la puissance Q plus 1, c'est la norme, et donc du coup, le Q est un F, ouais, j'étais mal réveillé quand j'ai fini mes transparents. Le Q est un F, ici c'était Z puissance Q plus 1, Q de Z. Donc voilà, en tout cas, si pour tout I, pour tout élément du support, j'ai XI puissance Q plus 1 fois Q de XI qui est dans FQ, comme XI puissance Q plus 1 est dans FQ, ça veut dire que Q de XI est dans FQ. Et si Q de XI est dans FQ, bah ça veut dire que, essentiellement, le mot associé il y a un mot associé à Q de XI qui est aussi dans le code public. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, une autre façon de le dire, c'est que si je multiplie n'importe quel mot là-dedans par l'inverse de XQ plus 1, eh ben je reste dans le mot de code. Et donc, ça veut dire que ce code-là, qui est déjà dans la clé publique,
et ben, si je le multiplie par quelque chose de non trivial, je suis encore dans la clé publique. Et ça, avoir un code qui s'injecte de deux manières différentes dans un autre, ça arrive tellement jamais que y a de bonnes chances qu'on arrive à en sortir X. Et en fait, on arrive à le sortir tout simplement, enfin XQ plus 1, on arrive à le sortir en résolvant un système linéaire de ce type. Et alors, c'est plus qu'un système linéaire. On résout un système linéaire, on a un espace de solution qui va être un code de dimension 4. Et dans ce code-là, il faut penser que X, il n'y a que la première coordonnée qui est nulle, toutes les autres sont non nulles. Et donc, on va chercher des mots qui sont presque de poids plein. Et on fait une recherche exhaustive dans un code, mais dans un code sur FQ qui est de dimension 4. Faire de la recherche exhaustive sur un code de dimension 4, ça coûte Q3 opérations à peu près, enfin Q3 vérifications, grosso modo. Ouais, je suis un peu gentil en disant ça. Parce que ça coûte Q3 comparaison de deux mots de code qui elles-mêmes coûtent N. Donc, bref. Mais voilà, en tout cas, ça c'est dans la partie attaque, ça coûte vraiment rien. C'est vraiment pas ça qui coûte cher. Ce qui coûte cher, c'est de calculer les carrés. C'est ça qui nous a coûté vraiment cher. Mais en tout cas, sortir XQ plus 1, ça coûte pas bien cher. Le problème, alors, je rentre pas dans les détails, mais il y a des solutions parasites. Ça nous coûte cher de nous en débarrasser aussi, mais ça, je ne vais pas vous faire mal à la tête avec ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on a calculé les normes de tous les éléments du support. Alors, vous allez me dire, très bien, mais tu n'as pas le support. Mais alors, tout à l'heure, j'ai dit que celui-là, au fond, je l'ai obtenu parce que j'ai supposé que la première position était à 0, ce que je pouvais faire du fait de ma 2 transitivité du groupe affine. Et j'avais dit aussi que la deuxième position est à 1. Donc du coup, je peux faire exactement le même micmac et avoir, ici, j'ai les normes de tous les éléments du support, ici, j'ai les normes de tous les éléments du support moins 1. Et alors, si j'ai les deux, j'ai presque tout. Parce que si vous prenez un élément dans FQ2, que vous connaissez sa norme, et que vous connaissez la norme de cet élément moins 1, vous pouvez en déduire le polynôme minimal, tout simplement parce que la norme de x-1, c'est x-1 puissance q plus 1. Si on développe tout, on obtient la norme de xq plus 1, qu'on connaissait déjà, moins sa trace, qu'on ne connaît pas, mais du coup qu'on découvre, plus 1. Donc du coup, on avait la norme, on obtient la trace. Je suis sur une extension quadratique, si je connais la norme et la trace, je connais le polynôme minimal. Si je connais le polynôme minimal de chaque élément du support, ça veut dire que là, je suis passé d'une situation où je ne connaissais pas le support à une situation où je connais le support à action de Galois près. C'est-à-dire à un produit de transposition à support disjoint dont je connais les supports près. Et à partir du moment, et ça me réduit tellement l'espace des possibles qu'en fait, à partir du moment où je connais le support à Galois près, après c'est un peu technique, mais j'arrive à en déduire une description de mon code en tant qu'alternant de degré R3 plus 1 avec un support connu et un multiplicateur connu. Et ça se fait pareil en résolvant un système linéaire un peu conséquent. Là on a encore du haut de N4 qui est caché derrière tout ça. Et c'est cassé, du coup. Voilà. Alors, il y avait des paramètres proposés par Bernstein, Lange et Peters. Donc, on a essayé, du coup, de les attaquer. Ceux, du moins, qui étaient attaquables pour nous. Comme vous le voyez, ici, je mets le degré du polynôme gamma. Donc, j'avais dit tout à l'heure, c'est quand même plutôt du plus grand 4. Là, le corps, la longueur, la dimension. Et ici, je donne une complexité de l'attaque. Et puis, on l'a implémenté, je ne l'ai pas dit, on l'a implémenté avec Magma. Parce que vous voyez, on arrive à casser un petit peu toutes les clés proposées par Bernstein, Lange et Peters, qui étaient avec du m égale 2 et un degré de polynôme de Gopa assez grand. On arrive à les casser en un peu moins d'1 heure. Vous voyez, le pire temps, c'est ça. Et alors, il y a une partie aléa, parce que ce que je disais, on a des solutions parasites qu'il faut évacuer. Et ça, du coup, ça fait qu'il y a une partie un petit peu variable dans le temps d'exécution. Mais voilà, ça, à chaque fois, on a fait les temps moyens, on les a eu sur 50 clés aléatoires générées. Donc, je pense que ça donne une bonne idée de qu'on est capable de faire sur ce type de code. Voilà. Donc, une conclusion maintenant. À notre connaissance, c'est la première attaque structurelle en temps polynomial sur des codes de Gopa, classique. Alors, certes, on est loin d'avoir tout cassé. Je veux dire, on a cassé que m égale 2, on a cassé que que des degrés de polynômes qui sont plus grands que 4, etc. Donc, c'est une attaque qui est contrainte, mais en tout cas, c'était la première. On a franchi la ligne rouge là, de mon dessin de patatoïde de tout à l'heure. Donc ça, on en est très content. À noter aussi que finalement, il y avait une idée que les codes de Gopa, sur les codes de Gopa, il n'y a pas de structure apparente par rapport à tous les schémas de quasi-cyclique, quasi-diadique, où il y avait une structure, où quelque part l'attaque reposait sur le fait qu'il y avait une structure. Ici, a priori, il n'y a pas de structure apparente, mais quand on va la chercher avec les dents, il y a une structure. C'est ça que ça veut dire. Et ça ouvre quand même une vraie question, c'est dans la mesure où on a trouvé un distingueur, est-ce qu'il y a d'autres manières de distinguer des codes de Gopa de codes aléatoires? Et est-ce qu'à partir d'un distingueur, on peut obtenir une attaque? Il y a des distingueurs sur certains codes de Gopa binaires, ceux de haut rendement. Est-ce qu'on peut transformer ça en une attaque? Donc ça, c'est une vraie question. Et dans la mesure où on a réussi à le faire pour ce cas-là, c'est possible qu'il y ait des possibilités de ce type. Au fond, ce que j'ai essayé de vous montrer,
c'est que d'un distingueur, on peut obtenir une attaque, mais c'est pas élémentaire, il y a du boulot derrière. Donc c'est pas du coup évident que les autres codes distinguables ne soient pas attaquables. Si ça se trouve, c'est juste qu'on n'a pas encore compris comment avoir l'attaque. Voilà. Et puis, je vous remercie de votre attention.